Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et mercredi dernier avait lieu le procès des 23 membres de Génération Identitaire après une intrusion dans les locaux de l'ONG pro-migrante SOS Méditerranée à Marseille. C'était en 2018 et le verdict est tombé hier. Et pour en parler, nous sommes donc avec Thaïs Descuffon. Bonjour Thaïs Descuffon. Bonjour Corentin. Donc vous êtes créatrice de contenu politique sur YouTube. Vous êtes ex-porte-parole de Génération Identitaire. Vous étiez dans cette action en 2018. Mais avant de parler de ce procès, je voulais revenir avec vous sur l'affaire Lola. Donc pour revenir, c'est cette jeune adolescente qui a été violée puis tuée avec acte de torture et de barbarie donc par une femme d'origine algérienne. Et c'était il y a tout juste une semaine. Et vous, Thaïs, ça vous a évidemment particulièrement touché. Oui, je pense comme énormément de Français et de nos auditeurs. C'est vrai que moi j'ai tout de suite fait le parallèle avec ma propre petite sœur qui a le même âge en fait et qui même physiquement lui ressemblait beaucoup. Donc c'est vrai qu'on se transpose très très aisément à cette famille gauloise typique, parents classiques, père gardien d'immeuble, le frère, la maman. Enfin c'est absolument abominable. On imagine forcément quelles ont pu être les dernières heures de Lola, la peur qu'elle a dû ressentir. Peut-être a-t-elle appelé ses parents. Enfin, on imagine toutes les choses les plus affreuses. Et on se dit que ça aurait pu être notre petite sœur, notre nièce, notre cousine à sa place. Et là, surtout, on a vu la photo qui a beaucoup tourné d'une petite fille qui a 12 ans et qui a l'air naïve. Et on se dit, elle a connu cette horreur qui est terrible. Et comment dire, c'est une personne donc d'origine algérienne. Et finalement, est-ce que c'était pas un hasard? Alors pourquoi tant fixé là-dessus? En tout cas, Gérald Darmanin a parlé de récupération politique. Pourquoi tant axé là-dessus alors? C'est bien pratique pour eux de parler de récupération politique parce qu'ils ont absolument aucune autre réponse à apporter aux questions qu'on soulève, aux problèmes qu'on dénonce. En fait, ils sont responsables dans leur laxisme en partie de la mort de Lola parce que ils auraient été restrictifs sur une politique d'immigration. On arrêterait de délivrer des visas à tout et n'importe qui. Eh bien, Lola serait toujours en vie. De toute façon, je veux dire une vérité simple, c'est que si en France il y avait que des Français, déjà Lola elle serait encore en vie. Donc c'est par leur laxisme aux frontières qu'ils permettent à des personnes comme ça d'entrer sur le territoire. Alors en l'occurrence, cette personne au départ avait obtenu un visa étudiant de façon légale, mais elle avait reçu une OQTF, donc une obligation de quitter le territoire. Et si jamais le droit avait été appliqué, elle aurait été expulsée en août grand maximum. Donc voilà, encore une fois, cette petite fille sera encore en vie. Donc parler de récupération politique, ça permet d'éluder la question, de détourner l'attention. Et c'est surtout un mensonge parce que quand on voit les médias, les journalistes, tous se pressent à dire oui, les parents ne veulent pas de récupération politique, laisser ses parents faire leur deuil, etc. Déjà, c'est faux. Les parents se sont exprimés par l'intermédiaire d'un ami en disant qu'ils n'étaient absolument pas contre les marches, absolument pas contre les prises de position politiques. Néanmoins, eux-mêmes ne voulaient pas participer à ces marches-là. Mais ils ont fait la même chose pour Alban Gervais, ils ont fait la même chose pour Arnaud Beltrame. Les journalistes avaient dit également pas de récupération politique. Et puis au final, c'est la famille qui s'exprime ensuite dans les médias en disant bon, on n'a absolument jamais dit ça. Donc déjà, ça c'est scandaleux. Et la récupération politique, elle marche que dans un sens parce que quand c'est un George Floyd, Adama Traoré, Adama Traoré le violeur et qui font des manifestations Black Lives Matter pendant des mois et qui nous bassinent ça sur tous les médias et sur tout l'internet, là il n'y a pas de récupération politique. Donc c'est évidemment toujours dans le même sens que ça marche. Et donc on parle aussi de cette femme qui serait donc sans domicile, marginalisée. On nous explique toujours qu'en fait ce sont soit des loups solitaires, soit des gens qui sont marginalisés et qu'il ne faut pas essentialiser. Alors après on se rend compte qu'il y a des vidéos qui tournent sur internet de cette femme qui poste des selfies d'elle qui n'a pas du tout l'air marginalisée ou SDF, qui est plutôt maquillée, qui est plutôt bien habillée. Alors pourquoi à chaque fois on essaye de nous dire finalement c'est un fait divers parmi d'autres, il ne faut pas essentialiser et faire un lien entre immigration et insécurité? Et encore une fois, je trouve ça absolument immonde de dire ce genre de choses quand c'est une petite fille de 12 ans, une petite Française de souche de 12 ans qui se fait assassiner.
Encore une fois, dès qu'il y a un délinquant multirécidiviste en banlieue qui se casse le bras suite à une fuite de police, on en entend parler pendant un mois, tout le monde vient pleurer dans les médias en parlant de racisme systémique. Moi, je trouve ça absolument écœurant et immonde. Donc, non, mais c'est le modèle classique. À chaque fois, de toute façon, qu'il y a eu une attaque terroriste ou un attentat, etc. Au départ, on nous sort toujours le déséquilibré, des personnes qui ont des problèmes psychiatriques, sans évidemment ne relever jamais le nom de l'agresseur, parce que oui, mais la présomption d'innocence, etc. Alors que, on en reparlera après, mais quand par exemple des militants de Génération Identitaire sont dans un procès contre SOS Méditerranée pour une occupation pacifique de local, là, les journalistes ne se dérangent pas pour balancer photos, non, c'est limite s'ils ne donnent pas l'adresse, en sachant pertinemment que ça va causer des pertes d'emploi, peut-être du harcèlement scolaire ou dans le milieu étudiant. Enfin bref, non, bien sûr, là, c'est le coût des troubles psychiatriques a été sorti. On nous parlait évidemment aussi donc d'une marginale, d'une SDF, alors que maintenant on connaît son visage puisque des utilisateurs de TikTok, donc une application où on se met en scène avec de la musique, etc., a retrouvé le profil de cette femme qui danse sur de la musique maghrébine, et on nous dit que soi-disant elle se serait elle se serait convertie à l'évangélisme avant de tuer Lola, alors qu'on la voit danser sur des musiques qui sont tout sauf de type évangélique. Donc non, c'est le procédé classique pour détourner l'attention des Français sur le problème de l'immigration massive, sur le problème que posent ces immigrés extra-européens qui n'ont aucune volonté de s'assimiler, et d'ailleurs ce n'est même pas forcément souhaitable, et ces personnes-là ne devraient même pas en fait être sur notre territoire au départ. Oui, c'est le schéma classique, donc c'est une marginale, un marginalisé, il ne faut pas faire d'amalgame et pas de récupération. Alors vous étiez à la manifestation hier organisée par l'Institut pour la justice, pour Lola mais aussi pour toutes les victimes. Alors est-ce que vous pensez que cette affaire peut réveiller les consciences, notamment sur ce lien entre immigration et insécurité que vous dénoncez En fait, alors on aimerait tous, et j'aimerais moi la première, malheureusement, que ce drame au moins ait pu réveiller comment dire, la majorité des Français et le maximum de monde. Toutefois, on observe quand même, enfin je pense pas que ce sera forcément le cas, mais on remarque quand même que c'est une affaire qui remue énormément de gens, et donc qui de toute façon en réveillera d'autres Français. Mais je pense qu'en fait c'est une accumulation de ce genre de choses. C'est Lola, mais c'était aussi Alban Gervais, c'était aussi Arnaud Beltrame, c'était aussi toutes ces personnes-là qui malheureusement contribuent aussi malgré elles petit à petit à une prise de conscience de plus en plus importante. C'est pas le tournant majeur qu'on souhaiterait voir, mais en tout cas ça va évidemment participer à aller dans notre sens. Malheureusement, on aurait préféré que cela n'arrive pas, mais voilà, c'est une prise de conscience qui va arriver de toute façon, parce que plus la situation empire, plus le nombre de Français qui sera d'accord avec nos constats sera élevé en fait, puisque la réalité s'imposera à eux. Donc c'est pas pour autant qu'il faut pas continuer de se battre, de lutter, puisque de toute façon tout finit par nous donner raison. Et donc il faut persévérer, il faut être patient. C'est difficile, mais c'est là où est notre combat et là où est notre mérite, si on continue de durer et de continuer de militer coûte que coûte, même si malheureusement Lola, dans quelques jours, peut-être dans quelques semaines, plus personne n'en parlera. On aura l'impression que les gens sont passés à autre chose, mais je pense que ce genre de fait-là laisse une trace dans l'inconscient des gens et que ça finira toujours par ressortir. Et vous avez une trace aussi de cette insécurité, parce que vous-même vous aviez été agressée par un migrant il y a 1 an. Oui. Comment en tant que femme on est révolté par cette insécurité qui due à l'immigration et que vous dénoncez, et donc là vous avez été une victime directe? Oui, surtout que au départ quand j'en ai parlé, les personnes ont pu croire que c'était parce que cette personne m'aurait reconnue, qu'elle se serait introduite chez moi et aurait tenté de me violer, ce que heureusement ce migrant n'a pas réussi à faire. J'avais porté plainte, etc. Non, pardon, j'ai perdu mon fil quand j'y repense. Je suis un petit peu... je suis désolé. Non, il n'y a pas de problème. Ça va. Moi, j'ai eu la chance de m'en sortir, contrairement à beaucoup d'autres qui n'ont pas eu cette chance-là. J'ai vraiment une bonne étoile. On dirait que j'ai un bon ange gardien. Mais non, oui, moi, ça me révolte parce que en fait, c'est quelque chose que moi et bien d'autres dénonçons depuis longtemps. Ça fait toujours...
bizarre quand ça nous arrive à nous, parce que bon, forcément, moi, je pouvais me douter que ça pouvait m'arriver un jour ou l'autre, comme à énormément d'autres femmes, c'était déjà arrivé. Quand ça vous tombe dessus, eh bien, vous vous demandez à l'instant T, votre vie a l'impression de s'arrêter. Et c'est surtout que, en fait, voilà, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être n'importe qui. Moi, cette personne, elle m'avait juste suivi jusque chez moi parce que je sortais du sport et que j'avais des écouteurs, ce que j'aurais pas dû faire, mais c'était en plein jour à 11h du matin. Personne qui me suit derrière moi que j'avais pas entendu. Donc ça, c'est le genre de choses qui arrivent aujourd'hui, même en plein jour, même à 11h du matin, et bien pire encore, quand on voit que c'est même une femme qui a pu faire ça à Lola. En fait, personne n'est limite. En fait, on devient suspicieux de tout le monde parce que c'est des personnes on aurait pu croiser dans le métro tous les jours. Moi, quand j'ai vu ces images de cette femme qui a torturé, martyrisé cette petite, je suis désolée, elle a le visage typique de la maghrébine que je croise dans le métro tous les jours, quoi. Comment ne pas devenir en fait hyper suspicieux, et ça explique pourquoi le lien de confiance en fait est complètement rompu en France, et en fait on n'a plus de peuple parce que on ne se reconnaît plus dans son prochain, dans autrui. En fait, voilà, on devient ultra anxieux, et moi on ressent ça dans les transports en commun. Non mais c'est dramatique parce que on sonne l'alerte et on sait qu'il y aura sûrement d'autres victimes de ce genre, et on aimerait que ça n'arrive pas, on aimerait que tout de suite tout le monde nous écoute. Voilà, malheureusement, faut être patience avec le temps. Quand je vois les associations féministes qui préfèrent se taire, elles sortent les grands couteaux dès qu'il y a une affaire d'agression sexuelle présumée sur, je sais pas, un people ou quoi. Quand ça va dans leur sens, quand c'est un homme blanc, hétérosexuel, de pouvoir, etc., contre une femme. Par contre, quand c'est des dizaines de femmes tous les jours qui sont agressées, violées, parfois tuées, là, par contre, c'est silence radio. Les politiques, il ne faut pas essentialiser, pas d'amalgame. Par contre, voilà, on peut dire que tous les hommes sont des violeurs, ce genre de choses. Non, mais oui, ça peut être assez désespérant. Après, voilà, notre rôle à nous, c'est de continuer de porter ces choses-là coûte que coûte, parce qu'il faut que des personnes continuent de porter ce discours, voilà, pour avancer. Et sur la lâcheté des féministes, il y a aussi cette lâcheté face à la situation en Iran, où on n'entend pas les féministes se révolter par rapport à ces femmes qui refusent de se voiler en Iran, tandis qu'en France, on fait tout pour qu'elles puissent le faire. On va revenir sur donc ce procès face à SOS Méditerranée. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs ce qu'on vous reproche dans ce procès, cette action, ce qui s'est déroulé et pourquoi SOS Méditerranée particulièrement ? Oui, tout à fait. Alors, c'était une action menée par Génération Identitaire en octobre 2018, un moment où, bien sûr, l'association n'était pas encore dissoute, puisqu'elle a été dissoute l'an dernier. Nous avions occupé pacifiquement les locaux de SOS Méditerranée à Marseille, afin de mettre une banderole aux fenêtres qui portait l'inscription « SOS Méditerranée complice du trafic d'êtres humains ». Nous étions 22 militants, j'en faisais partie, c'était ma première action nationale, et également ma première garde à vue, puisque nous avions été interpellés et placés en garde à vue pendant 48 heures suite à cela, puis mis en examen sous contrôle judiciaire. Donc on a eu 2 ans de procédure, 4 jours de procès et un verdict là en première instance complètement délirant. Les réquisitions du procureur l'étaient encore plus. Encore une fois, une occupation de local pacifique comme ça, c'est un mode d'action assez classique dans le monde associatif. Vous pouvez expliquer vraiment, vous êtes arrivé... Oui. Bien sûr, en fait, nous avons toqué à la porte, tout simplement. Donc, on nous a ouvert et nous sommes rentrés dans les locaux. Certes, nous n'y étions pas invités, mais cela s'est fait sans encombre, sans violence. Nous avons tout de suite dit qui nous étions. Il n'y a pas eu d'altercation, quelle qu'elle soit. Rien n'a été volé, rien n'a même été déplacé, pas même un crayon. La plupart des bénévoles étaient sortis des locaux pour appeler la police, et 3 personnes, il me semble, étaient restées à l'intérieur, et nous ne leur avons évidemment fait aucun mal. D'ailleurs, la porte-parole de SOS Méditerranée elle-même, à l'époque, s'était exprimée sur France Info le jour même ou le lendemain en disant qu'il n'y avait pas eu de violence. Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve avec une version qui a complètement changé, et on est dans la victimisation la plus totale, le tissu de mensonge absolu. Le porte-parole de la direction publique
ou de la sécurité des Bouches-du-Rhône, pardon, le terme exact c'est un peu long, je me souviens pas, mais s'est exprimé en disant que les interpellations s'étaient bien déroulées et qu'aucun coup n'avait été porté ni reçu. Donc encore une fois, il y a des faits qui attestent que tout s'était déroulé sans encombre. De toute façon, nous, notre mode d'action, il avait toujours été pacifique, c'était de l'agite propre. On s'était toujours revendiqué un peu comme un Greenpeace de droite dans le mode d'action que nous portions. Je n'ai pas entendu, encore une fois, la gauche s'insurger quand des migrants avaient envahi l'hôtel des villes il y a une semaine, ou quand la CGT régulièrement séquestre. Il me semble que c'était un patron qui s'était fait enfermer dans son bureau par les grévistes, etc. Nous, on a séquestré personne, donc c'est toujours ce deux poids deux mesures qui est absolument insupportable. Mais bon, on connaissait les risques. Nous, on a fait cette action en tant que militants politiques, pas en tant que délinquants. On a accepté de prendre ces risques-là, de passer des nuits en garde à vue qui n'étaient pas forcément très sympas. Moi, j'étais avec une militante, heureusement, donc on se serrait les coudes, mais on passait... On a passé 48 heures ponctuées des menaces de viol, des gardés à vue maghrébins qui passaient devant notre cellule et qui étaient étonnés de voir une blonde et une brune dans la cellule. Et non, mais encore une fois... cette action, elle s'était encore une fois bien déroulée et en fait là ils en font des tonnes, ils en font des caisses. Le procureur a requis contre nous au départ. Alors moi il avait requis contre moi 1 an de prison, dont 6 avec sursis, donc ça veut dire 6 mois ferme. Faut quand même réaliser ce que c'est absolument énorme. 6 mois ferme. En fait, toute leur fermeté, il la déploie contre nous. Leur laxisme, il ne marche qu'avec les autres. Il ne marche qu'avec les immigrés, en fait, visiblement. Par contre, des Français patriotes sincères qui souhaitent simplement qu'il y ait du contrôle aux frontières et que d'autres immigrés clandestins qui pourraient arriver en France et faire la même chose qu'a fait cette Dabiabé maghrébine qui a martyrisé de façon abominable cette petite Lola. En fait, c'est absolument normal qu'on ait ce genre de crainte et qu'on veuille simplement contrôler qui rentre et qui sort, et même ne serait-ce que fermer les frontières parce qu'on en a accueilli beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Donc, le procureur avait requis cette peine-là, aussi 378 000 € d'amende. Le verdict est tombé en première instance et nous avons été finalement condamnés. Alors, pour ma part, à 8 mois de sursis. Donc, le ferme est parti, mais... quand même 8 mois de sursis. Et les autres militants, alors ça dépend desquels exactement. Il y en a qui ont eu plus de mois de sursis, un peu moins en fonction de leur rôle dans l'action. 2 prisons fermes quand même. Et 2 prisons fermes. Et 2 qui ont pris de la prison ferme. Ouais. Le porte-parole de l'époque, pour une symbolique, et un deuxième militant. 1 an de prison ferme, 5 ans d'inéligibilité et 3 ans d'interdiction de séjour à Marseille, bon ça à la limite, et un autre 6 mois ferme qui n'était pas au procès. Vous n'étiez pas au procès non plus? Non, parce que moi j'essayais tant bien que mal de contacter le maximum de médias à Paris, parce que on n'entendait qu'un son de cloche dans les articles qui foisonnaient avec des titres tous plus abracadabrants les uns que les autres, le visage de la haine évidemment, des articles diffamants, mensongers, et absolument personne ne nous contactait pour nous demander notre version des faits, qui est en fait la vérité, et pour laquelle qu'on peut défendre avec des faits tenaces que SOS Méditerranée aimerait bien cacher. Et en plus de cette condamnation à des mois de sursis, on a eu 91 426 € d'amende. Alors je pense que nous allons faire appel. Après, c'est aussi des procédures qui coûtent un certain coût, donc on va se concerter avec les autres pour voir ce qu'on va faire. Mais voilà, c'est vrai que c'est un coût conséquent. Ça représente à peu près 4 000 € par personne. Et quand on pense encore une fois... je veux dire, à toutes les actions de ce type qui sont perpétuées par la gauche et qui passent complètement inaperçues, c'est évidemment un procès politique. Ils veulent nous détruire, ils veulent nous tuer économiquement, judiciairement, socialement. Les journalistes le font de façon excellente. Tiens, en publiant les photos de tous les militants, leur nom, leur prénom, où ils travaillent. Enfin voilà, c'est encore une fois un procès politique. Ils savent pertinemment ce qu'ils font. Leur stratégie de victimisation est drôlement bien rodée. Mais nous, écoutez, peu importe qu'ils veulent... Qui nous attaquent, peu importe qu'ils mentent envers tous à notre rencontre, il n'en demeure pas moins que nous avions raison. Quand j'apprends encore une fois ce qui est arrivé à Lola, 12 ans, je me dis que je ne regrette rien.
Je ne regrette rien et nous avions évidemment raison et nous avons encore plus raison aujourd'hui d'avoir fait ce que nous faisions et de continuer de nous exprimer en ces termes. Oui, en tout cas, merci Thaïs donc, pour votre engagement, en tout cas pour la France. Je voulais revenir sur l'agitprop et qui finalement coûte très cher en France quand on est dans le mauvais camp, on va dire. Est-ce que tout ça a valu le coup finalement? Est-ce que faire de l'agitprop, pas encore, c'est bénéfique pour vos idées, pour les idées patriotes? Oui, je pense que oui. Alors, ce ne sont pas nos actions qui ont arrêté l'immigration massive, évidemment, mais je pense qu'encore une fois, c'est l'accumulation de prises de position individuelles, d'engagement personnel qui participent à amener les consciences dans le même sens, en fait. Et nous, quand on faisait une action de grande ampleur et qu'on forçait le débat public à parler d'immigration massive pendant plusieurs jours, c'était déjà une victoire de monopoliser la parole des médias sur nos thématiques. Nous imposions nos thématiques et toutes les politiques étaient obligés de prendre position sur ce qu'on leur demandait, sur les thèmes qu'on leur demandait Oui, ils étaient obligés d'en parler, ils étaient obligés de réagir en tout cas à vos banderoles et en tout cas à vos propos. Vous maintenant, vous avez votre chaîne YouTube, vous avez une forme de liberté sur YouTube, ou alors vous êtes encore condamné pour des propos sur votre chaîne. Est-ce que vous censurez ou en tout cas faites attention à ce que vous dites? Alors oui, moi je fais évidemment attention à ce que je dis parce que, alors YouTube, on a une relative liberté d'expression. J'ai une vidéo à ce jour qui a été suspendue par la plateforme qui portait justement sur l'immigration. Donc il y a vraiment certaines thématiques qu'on n'a pas le droit d'évoquer clairement et certains termes aussi, donc il faut les contourner, il faut utiliser des synonymes, parfois un peu par l'humour. Il y a comme ça des codes. Par exemple vous avez un exemple pour nos auditeurs? Oui, tout à fait. Par exemple, pour parler, je sais pas, des immigrés ou du grand remplacement, on va parler, je sais pas, voilà, de chance pour la France ou ce genre de choses. Vous savez, la formule classique, mais tournée à l'ironie. Oui. Et donc, en fait, chacun comprend, ça rajoute même de l'effet comique et on a réussi à contourner le terme et peut-être éviter une éventuelle censure pour X ou Y raison. Après, jusqu'à aujourd'hui, je peux quand même m'exprimer assez librement sur cette plateforme, contrairement à tous les autres réseaux sociaux dont j'ai été banni. Mais voilà, encore une fois, tous les moyens d'action et d'expression doivent être pris, doivent être investis et réinvestis. Donc c'est pour ça que je me suis orientée, après la dissolution de Génération Identitaire, sur le terrain des idées. Et merci beaucoup. On peut vous suivre donc sur YouTube, on peut s'abonner à votre chaîne YouTube, c'est Thaïs Descuffon, c'est ça. Exact. Et donc merci beaucoup Thaïs, et puis bon courage pour la suite de votre combat. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.